Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter ici les travaux de recherche humaine à l'INED dans la continuité de ma thèse donc, de sociologie. Et ce sont des travaux qui, comme le rappelait Yankel, interrogent en fait la question de est-ce qu'il faut soutenir la propriété du logement en France, la propriété occupante? Est-ce qu'il faut faire de la France un pays de propriétaires selon le modèle britannique, par exemple, ou nord-américain, où on a à peu près 70% de ménages qui sont propriétaires? Et on voit que c'est un peu l'objectif affiché des politiques publiques, des politiques de logement aujourd'hui. Et c'est pas un objectif nouveau, hein. Dans les années 70, ça avait déjà démarré avec la réforme des aides au logement, le soutien au développement des constructeurs de maisons sur catalogue, etc. Mais c'est remis un peu à l'ordre du jour depuis le milieu des années 2000. Tout le monde a en tête les propos de Nicolas Sarkozy avec l'objectif de faire de la France un pays de propriétaires à hauteur de 70%, qui était l'objectif affiché. Alors je lis cette citation parce que c'est un peu un point de départ intéressant pour les réflexions. Je propose que l'on fasse de la France un pays de propriétaires parce que lorsque l'on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement et donc les autres, parce que lorsqu'on a accédé à la propriété, on est moins vulnérable aux accidents de la vie. Devant cette injustice, certains proposent le logement social pour tous et la taxation des propriétaires par les droits de succession. Je propose la propriété pour tous. Donc c'était son discours de campagne en janvier 2014. Et puis dans la suite, 2007 pardon, qui a été réactualisé en 2012. On attend le suivant. Et puis qui s'y a accompagné toute une série de dispositifs d'aide dans ces années 2000, maison à 100 000 euros, passe foncier, prêt à taux zéro doublé, etc. Et c'est vrai que cette question de faut-il soutenir la propriété en France, on voit bien que dans le contexte de crise actuelle, je vais développer un peu le mot crise, mais on est tenté de se dire que c'est une bonne idée finalement, parce que premièrement, une crise du logement dans les grandes agglomérations, on voit aujourd'hui que la construction est nettement ralentie, on est un peu plus de 300 000 unités par an au lieu des 500 000 attendus, donc les investisseurs n'investissent plus. Les ménages, le taux de propriétaires stagne à 58% depuis les années 2000, donc malgré le dispositif, ça augmente plus. Il y a une crise aussi de l'emploi, comme on en parlait tout à l'heure, avec un recul, une montée du chômage importante, une désindustrialisation aussi, et l'idée c'est que le soutien à la propriété, c'est aussi une politique de l'emploi, puisque c'est un soutien au secteur de l'artisanat et du bâtiment. Crise aussi du vivre ensemble, forte ségrégation dans le parc HLM, paupérisation dont parlaient ce matin nos intervenants, avec l'idée le soutien à la propriété, ça permettrait de contribuer à favoriser les parcours de promotion résidentielle de ces ménages dans le parc HLM et quelque part à favoriser une forme de déségrégation de ces logements sociaux. Et enfin, la propriété, c'est se protéger. Donc là, le mot, c'était face aux accidents de la vie. La propriété du logement serait un nouveau dispositif de protection face à l'avenir, à la menace du chômage, la vieillesse, la maladie, etc. Alors la question qu'on peut se poser justement d'un point de vue de sociologue avec les outils sociologiques, c'est est-ce que du point de vue des ménages, de leur trajectoire sociale, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Et évidemment, vous allez le voir, la question est assez complexe et dépend bien entendu des contextes dans lesquels se déroulent ces parcours d'accession à la propriété, contexte financier et contexte géographique, bien sûr. Alors, une petite clarification quand même méthodologique et puis conceptuelle, de qui parle-t-on, de quoi parle-t-on dans cette communication. Je ne parle pas des ménages de cadres qui achètent dans le centre de Paris ou la proche banlieue, mais des ménages modestes qui sont visés donc, par les dispositifs d'accession aidée, dit aussi parfois accession sociale. Mais attention, ce n'est pas des ménages pauvres, c'est-à-dire que ce sont des ménages qui appartiennent aux fractions stables et intégrer des classes populaires, souvent des biactifs, etc., ou aux franges inférieures des petites classes moyennes. Donc, tout à l'heure, on parlait des petits moyens, de Marais Cartier, etc. C'est ce groupe de population à cheval entre le haut des classes populaires et le bas des classes moyennes. Et alors, pour travailler cette question de l'effet de la propriété sur les parcours sociaux des ménages, je me suis aidée des enquêtes logement, des grandes enquêtes logement de l'INSEE, qui sont la plus grande base de données disponible en fait sur le logement en France.
Et j'ai comparé en fait l'enquête de 84. Alors 84, la vague de 84, elle suit la diffusion de la propriété occupante dans la population. Fin 70, avec la réforme des aides au logement, du pré-PAP, etc., la propriété se diffuse de manière assez importante dans les couches moyennes salariées, petite classe moyenne. Donc j'ai regardé cette enquête qui précède la crise, et la dernière enquête disponible 2006, celle de 2013 va être livrée en 2015, donc vous voyez, il faudra réactualiser tout ça. Mais voilà, du point de vue quantitatif, ça donne des indicateurs des évolutions des inégalités face à la propriété. Et puis, une partie importante de mon travail de sociologue a constitué en une enquête de terrain. Alors, enquête de terrain, l'idée, c'était de suivre dans une commune du Nord-Isère, qui est à peu près à 30 km à l'est de Lyon, qui est la commune intitulée Clézieux-la-Marieux. C'est un nom anonymisé, mais bon, pour ceux qui connaissent la géographie lyonnaise, peut-être peuvent reconnaître. C'est 30 km à l'est, donc un territoire plutôt populaire et anciennement industriel. Et c'est une commune qui a connu une forte croissance dans les années 2000, croissance démographique qui est un peu symptomatique du mouvement de périurbanisation, parce que c'est essentiellement lié à un apport migratoire de populations extérieures qui viennent s'installer dans la commune ou se construisent. Alors là, c'est beaucoup de lotissements en accession aidée ou accession privée. Et donc, je suis allée dans ce lotissement au cours de mes 4 années de thèse, 2008 à 2012, à plusieurs reprises, pour voir ces ménages tout au long de leur parcours d'installation, d'accession dans ce lotissement, à la banque, etc., avec le lotisseur, et puis installation dans le lotissement au cours des 2-3 premières années de leur vie dans ces nouveaux quartiers résidentiels. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un lotissement de 64 lots qui a été commercialisé à partir de 2007-2008 et qui a été, les lots ont été vendus jusqu'en 2012. Et bien évidemment, ça c'était un peu les hasards de la recherche, mais c'est très bien tombé pour mon sujet entre guillemets, c'est que la séparation au milieu vertical, c'est l'allée piétonnière qui sépare la tranche 1, commercialisée au début, de la tranche 2, qui a été commercialisée après 2009, c'est-à-dire une fois vraiment l'entrée dans la crise économique et immobilière. Et donc la première tranche, elle correspond au souhait du maire de faire un lotissement à l'américaine pour les familles de classe moyenne lyonnaise, pour qu'elles viennent s'installer là. Il y avait des critères architecturaux très stricts pour l'harmonie des maisons, etc., qui correspondent à ça. Voilà, ça fait des maisons jumelées ou individuelles sur des parcelles de 500 mètres carrés, avec une uniformité, des peintures, etc. Et puis la deuxième tranche, vraiment à partir de 2009, le lotisseur n'arrive plus à vendre. Et en accord avec la mairie, c'est un projet de ZAC, on supprime plein de critères architecturaux, on met du passe foncier dans le lotissement, etc. Ça diminue un peu le coût à l'achat et des terrains et des maisons. Et s'installent dans le lotissement des familles beaucoup plus populaires, en fait, qui viennent non pas de centre de Lyon, c'est plus des jeunes cadres, infirmiers, professions intermédiaires, etc., mais plutôt des ménages qui viennent des grandes cités HLM de l'Est lyonnais, donc Bron, Vaux-en-Velin, Vénissieux, etc., et qui s'installent là, en fait, à la faveur de la crise, entre guillemets. Parce qu'ils ont pu bénéficier des nouveaux dispositifs d'aide, type prêt à taux zéro doublé, passe foncier. D'un coup, ils deviennent solvables et ils peuvent accéder dans ces lotissements-là. Donc, ils s'installent dans une deuxième tranche qui, en termes et de peuplement et d'unité architecturale, est assez différente de la première et pose, comme vous en doutez, d'importants enjeux pour la cohabitation dans l'espace local. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui rapidement, c'est deux résultats de mon travail qu'a rappelé Yankel tout à l'heure. Premièrement, c'est les effets des politiques de soutien à la propriété sur la distribution spatiale des populations, la distribution des groupes sociaux, si on raisonne en termes de PCS, de profession, catégories socio-professionnelles, ou aussi en termes d'origine géographique, notamment l'arrivée nouvellement saisie par les sociologues, de migrants dans ces territoires. Et puis dans un deuxième point, je vais revenir sur les effets de la propriété, sur les familles qui s'installent, leur rapport à l'emploi salarié notamment, puisque tout à l'heure a été soulignée la question du lien entre logement et emploi, et là on va voir que ça a des conséquences assez importantes, et l'école, puisque ça fait partie d'une définition un peu large, on pourrait dire, de la trajectoire sociale de ces familles. Alors, politique de soutien à la propriété,
et distribution, c'est pour être sûr que vous suivez, distribution spatiale des populations. Alors, premièrement, ce qu'on doit dire, c'est que les aides à la propriété qui sont mises en œuvre, déployées à partir des années 2000, ne suffisent pas à compenser la montée des inégalités économiques, de patrimoine, de revenus, etc., entre les ménages. Et donc, le taux de propriétaires ou accédant à la propriété a plutôt tendance à se creuser entre les cadres en haut et les ouvriers en bas, dont le taux stagne. L'INSEE raisonne plus en termes de déciles de revenus que de PCS. Ils arrivent à des conclusions similaires. Il y a un décrochage dans la propriété des premiers déciles de revenus, ainsi que des primo-accédants, ce qu'on appelle les accédants qui accèdent pour la première fois à la propriété. Et donc là, malgré le déploiement de ces dispositifs d'aide, il y a un décrochage plutôt des classes populaires dont les taux stagnent, alors que les cadres et professions intermédiaires arrivent quand même à se maintenir dans la propriété. Et l'enjeu que je voulais souligner, pas tout de suite, en fait, c'est la manière dont ces aides contribuent à redistribuer les groupes sociaux sur le territoire national, en particulier le fait qu'elles contribuent à périurbaniser, c'est un petit peu un terme barbare, mais à périurbaniser les classes populaires, les ménages modestes qui accèdent à la propriété, à les éloigner du centre urbain. Au contraire des classes moyennes supérieures qui maintiennent leur position dans les centres, les grandes agglomérations et les proches couronnes gentrifiées, on va dire. Alors un chiffre, si on regarde que les accédants aidés, par exemple, qui bénéficient du prêt à taux zéro, on voit que 80% des opérations liées à un prêt à taux zéro concernent un habitat individuel, contre 2/3 à peu près en moyenne nationale. Donc déjà, ça resserre autour de l'habitat individuel. Et puis si on regarde plus largement les localisations résidentielles avant et après achat des ménages, c'est ce que permettent de faire les enquêtes logements. En fait, on demande aux ménages à une date T où ils habitent, on a la commune, et on leur demande 4 ans avant où étiez-vous installé, dans quelle commune. Et donc on peut, grâce à la catégorisation des communes en périurbain, rural et central, savoir d'où elles venaient. Et ce qu'on voit là pour les cadres, c'est que grosso modo, à 2/3, ils habitent dans les centres urbains, dans les pôles urbains, et au moment de l'accession, ils restent grosso modo concentrés dans ces centres urbains, même si la part des communes rurales et périurbaines a légèrement tendance à augmenter. Et si je compare avec le groupe... Ah oui, des ouvriers, pardon, sur la même slide, mais pas sur le groupe des ouvriers. Vous voyez que pour leur part, la place du périurbain et du rural augmente un peu plus fortement. Donc ça veut dire que l'accès à la propriété est un facteur de périurbanisation un peu plus fort pour ces ménages populaires que pour les autres. Alors pourquoi ? Les ménages s'installent là où le foncier est moins cher, évidemment, donc dans les communes périphériques, plus on s'éloigne, moins c'est cher. Ils sont aussi à inciter à le faire parce que les dispositifs de soutien à la propriété pour les ménages modestes sont souvent centrés sur le neuf, sur la construction, plutôt que sur l'ancien. Et donc là, c'est un effet des politiques de logement menées à l'échelle nationale, mais aussi locale, l'ouverture à l'urbanisation des communes périurbaines, la construction de lotissements sur des terrains plutôt bon marché, qui contribuent à orienter leur choix résidentiel. Et puis on voit... de manière plus large, les économistes ont montré que ça suit aussi le mouvement de diffusion de l'emploi peu qualifié, industriel peu qualifié et tertiaire, dans des communes périurbaines selon les mêmes logiques foncières. Les entreprises, les industries ont tendance aussi à déplacer leurs centres de production alors que les centres de décision restent dans le centre, mais en tout cas vers des communes moins chères. Alors dans le même temps, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'évolution un peu invisible qu'il y a dans ces territoires du point de vue des origines géographiques. On a tendance un peu à homogénéiser les classes populaires, à faire du périurbain un espace pour petits blancs. Peut-être que vous avez un peu suivi les débats autour des élections présidentielles, des travaux de Christophe Guilly, etc. Périurbain, ce serait un espace pour d'abord les classes moyennes en déclassement, et puis les petits blancs tentés par le vote FN, donc les ouvriers, petits artisans, etc., employés qualifiés, qui se replieraient socialement et politiquement dans ces territoires. Mais ce que ça masque, c'est quand même la diversité des classes populaires qui s'installent dans ces espaces, et notamment le fait que les familles immigrées, primo-migrantes ou issues de l'immigration s'installent aussi de plus en plus fortement dans ces territoires périurbains. Et c'est pas seulement des immigrés originaires d'Europe du Sud,
Italie, Espagne, Portugal, hein, qui avaient accédé dès l'entre-deux-guerres en fait dans les lotissements, mais aussi des immigrés du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Asie. Par exemple, sur l'opération immobilière sur laquelle j'ai travaillé, on avait un ménage sur deux dont le représentant ou le conjoint était immigré ou descendant de l'immigration, avec une très forte proportion de ces ménages d'Afrique au sens large. Et ça contrebalance un petit peu l'idée qu'on a souvent, enfin l'équation qu'on a souvent dans le débat public et politique sur immigré égale logement social. En 2006, on voit en fait plus d'un tiers, comme le rappelait Laurent Gobillon ce matin, des immigrés sont propriétaires. C'est près d'un descendant d'immigrés sur deux. Et pour 2 tiers d'entre eux, quand ils accèdent à la propriété, ils s'installent aussi en maison, même s'ils restent surreprésentés dans les grandes agglomérations, les grands centres urbains, etc. Alors la question qu'on peut poser par rapport à ces évolutions socio-démographiques, puis cette géographie spatiale, enfin cette géographie sociale qui évolue, c'est est-ce que la dispersion spatiale des classes populaires et des immigrés sur le territoire s'accompagne, encourage, favorise l'intégration sociale. Alors au sens large, l'intégration sociale, c'est une question massive, hein, on peut prendre plein d'indicateurs. Moi, j'en prendrai que 2. C'est le rapport à l'emploi salarié des couples qui s'installent dans ces lotissements, puisqu'il s'agit essentiellement de couples en activité, et le rapport à l'école. Alors, sur l'emploi, un des résultats assez massifs, donc là je travaille beaucoup plus avec mes données ethnographiques, hein, c'est de suivre un peu l'évolution du travail de ces couples qui s'installent, à la fois du point de vue de l'homme et des femmes. Souvent avec les enquêtes statistiques, on raisonne au point de vue du ménage. Et donc on a la situation professionnelle de la personne de référence du ménage, parfois celle du conjoint. Mais là, avec les entretiens menés dans les lotissements et avec l'homme et avec la femme, aussi avec les enfants ou le groupe domestique plus élargi, vous pouvez voir des trajectoires assez différenciées dans l'emploi. Et ce qu'on observait beaucoup, c'est que cette accession à la propriété s'accompagne pour les femmes les moins qualifiées d'un retrait du marché du travail salarié. Ça veut dire ces femmes donc peu qualifiées qui travaillent dans le tertiaire comme caissières ou aides-soignantes, surveillantes pénitentiaires, etc., secrétaires, progressivement le coût du transport d'une part est trop élevé, le coût la charge de garde est impossible à assumer, donc elles se retirent du marché du travail salarié, souvent à la faveur d'un congé parental. D'ailleurs, elles ne retournent pas sur le marché du travail, et alors elles se spécialisent un peu dans le travail domestique, tout ce qu'on appelle travail de care, soins aux enfants, entretien du logement, courses, ménage. Alors évidemment, comme la pression financière est énorme face à cet endettement immobilier, elle cherche aussi des petites sources de revenus complémentaires, mais c'est aux frontières du travail noir où là on a vu un peu la tentation avec les nouveaux statuts de l'auto-entrepreneur de monter des petites entreprises à domicile, couronne de bonbons, et des activités qui finalement sont très peu rémunératrices et qui symboliquement les aident pas tellement en fait à sortir de l'isolement social nouveau dans lequel elles sont un peu plongées à la faveur de cette accession à la propriété, qui était un effet assez largement inattendu pour elles, comme pour leur conjoint, mais le conjoint continue souvent à travailler à l'extérieur. Alors là, on voit que ça pose un problème de cohérence des politiques sectorielles en France. On soutient la propriété, et en même temps, ça va à l'encontre des politiques d'emploi, de parité, etc. Et il y a des économistes qui chiffrent cette rigidité sur le marché du travail. Soutenir la propriété, c'est aussi une moindre mobilité résidentielle pour les ménages, et combien ça coûte en termes de points de PIB pour l'économie. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être bien documentées, qui sont très intéressantes. Et puis sur le rapport à l'école, parce que ce qui est crucial, en fait, c'est bien comprendre la trajectoire résidentielle de ces ménages, c'est de dire on accède à la propriété, c'est coûteux, mais on le fait au nom des enfants, au nom de leur avenir, pour leur garantir une meilleure scolarité, un meilleur environnement social, et donc favoriser des trajectoires promotionnelles intergénérationnelles. Ça sera peut-être pas pour nous, mais pour les enfants, ils seront mieux, ils s'en sortiront mieux. Et ce qui se passe dans ces communes périurbaines assez populaires, c'est pour les ménages qui arrivent, c'est une forte déception liée au fait qu'il existe aussi des écoles classées ZEP dans les communes rurales et périurbaines,
qu'il y a aussi des familles immigrées qui sont installées dans les environs. Et pour un lotissement comme Clézieux, sur lequel j'ai travaillé, les enfants de la deuxième tranche ont été scolarisés dans l'école de la Plaine, dans une école ZEP, auquel ils ne s'attendaient absolument pas, alors que ceux de la tranche 1, la première tranche, vous vous souvenez, plus favorisée socialement, ont été envoyés au village, dans l'école du quartier historique, assez protégé. Et donc là, on voit comment l'espèce de micro-ségrégation locale, résidentielle, liée au marché du logement, renforce d'un coup les politiques locales, notamment là, les effets de la carte scolaire, et contribue, en fait, ne contribue pas, au contraire, constitue pas un facteur favorable à la mixité des loisirs, des pratiques, des sociabilités enfantines, etc. Et ça, c'est vraiment un sentiment de déception et d'amertume qui était très fort chez les ménages rencontrés. Juste citer justement un des hommes de ce lotissement qui avait une quarantaine d'années, qui était devenu petit cadre de promotion, issu de l'immigration algérienne, qui avait grandi dans une grande cité HLM de Strasbourg, et qui disait « mais j'ai rien contre les cités, on a grandi dedans, mais ce qu'on a vu, on voulait pas le revoir pour nos enfants ». Et donc là, avec cette idée un peu d'être pris au piège d'un nouvel environnement résidentiel et social, en fait, qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils avaient une mauvaise représentation. Parce que pour eux, la campagne, le vert, c'était « il n'y a pas de bâtiment, pas d'HLM, pas de cas sociaux, on sera bien ». Et effectivement, ça a trahi une espèce de méconnaissance ou une mauvaise représentation, en tout cas, de cette hiérarchie résidentielle. Alors, pour conclure rapidement, c'est pas moi qui le dis, c'est un propos d'enquêter justement, c'est déjà premièrement de se dire c'est pas sûr, effectivement, on a parlé des effets pervers ce matin, que le soutien à la propriété favorise individuellement, du point de vue des ménages ou de leurs enfants, ces trajectoires de promotion sociale, et là un suivi vraiment de long terme sur ces familles, leurs enfants, leur rapport à l'école, la scolarité, pourra permettre de confirmer vraiment ces résultats. Mais pour les ménages qui s'installent là, comme je vous l'ai dit, ils sont pas dupes. Ça veut dire que pour eux, c'est une expression qui ressortait, ces lotissements périurbains, c'est comme des nouveaux HLM à plat, c'est-à-dire tant sur la qualité du bâti, maison un peu carton-pâte, rapidement faite, etc., qu'on essaye d'améliorer avec des travaux d'autoconstruction, d'embellissement. Premièrement, pas une très bonne qualité de construction, et deuxièmement, surtout au niveau du peuplement, de l'environnement social, comme ils disent, ils se retrouvent relativement, avec leur père, en tout cas avec relégués dans des parties de la commune qui sont aussi réservées à des ménages modestes, qui accèdent à la propriété avec des dispositifs d'aide comme eux, etc., et qui, à leurs yeux, constituent une menace à leur stratégie résidentielle, à leur parcours promotionnel. Merci.